En Côte d'Ivoire, les dépôts de candidature pour la présidentielle se poursuivent. À quelques jours de la clôture des dépôts, pas moins de 6 candidatures déjà enregistrées. Ce jeudi 27 août, dans l'après-midi, c'était le moment pour Henri Konan Bédié, par main propre, de déposer sa candidature. Un peu plus tôt en matinée, c'était donc le tour du candidat Pascal Affi-N'Guessan pour le compte du Front populaire ivoirien. On dira version légale. Mais avant, le 24 août, c'était le tour de Alassane Dramane Ouattara, et ce après cette investiture monstre, et donc avec une démonstration de force le samedi. Et puis on a certains noms comme Kakabe, qui lui aussi a pu déposer sa candidature. Il y a Mabri Touakus de l'UDPCI qui est annoncé. Mais il y a quand même 2 éléments qui ont fortement agité la Côte d'Ivoire ces derniers temps. C'est bien la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat et la radiation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo des listes électorales par la CEI, entendez, Commission électorale indépendante. Plusieurs morts enregistrés dans diverses manifestations à travers le pays. Et puis préciser aussi que l'ancien chef rebelle, ex-premier ministre Guillaume Soro, lui aussi a été radié. Pareil pour l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé et Akossi Benjo, qui est l'ancien maire du Plateau. Beaucoup de questions. Les vieux démons sont-ils en train de se réveiller? Allons-nous vers un boulevard tout tracé pour le président sortant? Que peut l'expression de la rue et quel est aujourd'hui ce qu'elle pèse? Autant de questions que nous aurons à aborder au cours de cette émission spéciale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle durera 1 heure et autour de moi, plusieurs profils pour aborder ces questions. Je m'en vais d'abord vous présenter le premier, c'est Bourema Ouedraogo. Il est le directeur de publication du journal Le Reporter. Merci d'être avec nous. Merci. Deuxième visage que je vais présenter, connu sur True TV pour animer donc certains plateaux avec nous et apporter quelquefois sa lecture sur certains sujets. Lionel Bilgo, directeur Afrique de Téminis Média. Merci d'être avec nous. Merci. Et on a aussi Bourema, j'ai dit Bourema tout à l'heure, on a le docteur Daniel Kéré, qui lui est donc enseignant-chercheur à l'université Ouaga 2 et directeur exécutif du cercle d'études Afrique Monde CEDAM. Merci d'être avec nous. Merci. Et on termine avec Albert Nagréongo, qui est le directeur de publication de Libre Info. Merci Geoffroy. C'est un plaisir, on aura 1 heure à partager donc ensemble avec nos téléspectateurs et à décrypter cette actualité ivoirienne qui nous intéresse au plus grand chef, parce qu'on sait très bien que nos histoires sont liées et aussi nos intérêts. Ceci dit, nous allons, pour planter le décor, vous partager cet élément que nous propose Abdoul Rahim Nyenye, qui jette un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé du point de vue récent, on va dire comme ça, concernant l'actualité ivoirienne, et c'est maintenant. En Côte d'Ivoire, cette semaine est marquée par le dépôt de candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. Henri Konan Bédié du PDCI, Kona Jean-Marie Atakou et Pascal Affi-N'Guessan du FPI ont déposé leur candidature ce jeudi 27 août. Lundi dernier, c'était le tour d'Alassane Ouattara, candidat pour la 3e fois sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. À 2 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la grande question, c'est le cas des absents, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. La scène politique ivoirienne est plus que jamais mouvementée avec des incertitudes autour de cette élection présidentielle qui s'annonce. Acquitté par la Cour pénale internationale en première instance depuis le 15 janvier 2019, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'a pu quitter son pays d'accueil, la Belgique, même si ce dernier ne s'est pas prononcé officiellement sur sa candidature pour ces élections. Sa volonté de rentrer au pays se heurte entre autres au refus des autorités ivoiriennes de lui renouveler son passeport. Tout compte fait, l'ancien président se trouve dans l'incapacité pratique et institutionnelle de candidater à la présidentielle. La Cour constitutionnelle a annoncé officiellement le retrait de Laurent Gbagbo du fichier électoral. Mais il garde espoir, dans une certaine mesure, la capacité d'impacter la vie politique de son pays qu'il a dirigé pendant 10 années. Laurent Gbagbo n'est pas le seul à être dans cette posture d'exilé. Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, après plusieurs décennies de collaboration avec Alassane Ouattara, voit l'idylle s'achever presque dans la douleur. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Retiré de la liste électorale, il ne compte pas baisser les bras et annonce même sur son compte Twitter que personne n'acceptera se faire exclure. Il sera candidat.
La candidature d'Alassane Ouattara est contestée par les partis de l'opposition. Dans la plupart des villes du pays, des manifestations anti-Ouattara ont été réprimées par les forces de l'ordre. La classe politique semble aussi divisée que dans un certain passé sombre. Ces manifestations ont déjà fait 6 morts et des dizaines de blessés depuis l'annonce de cette candidature le 7 août dernier. Dans certaines villes, les manifestations contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara se sont très vite transformées en affrontements entre les populations. Les 21 et 22 août dernier, des affrontements ont éclaté à Divo entre Djoula, dit proche du pouvoir, et Dida, proche de l'opposition. Chaque camp se rejette la faute. Pour un pays qui a déjà connu la guerre, notamment en 2010-2011, l'évolution de cette actualité fait craindre une crise post-électorale. Actualité donc ivoirienne que nous allons décrypter tout au long de cette heure, et puis préciser aussi à vous qui nous suivez que tout à l'heure nous allons aussi aller à Bonois où il y a eu récemment donc des affrontements, pas moins de 4 morts, une situation que traverse aujourd'hui la terre d'Iburni, mais qui rappelle aussi une autre. On parlait de crise post-électorale. Aujourd'hui nous sommes, on va dire, dans la période préélectorale et on a droit déjà à ce type d'image. Moi, je m'en vais déjà poser la première question qui fera ce tour de table. On sait que la personne centrale, c'est bien Alassane Ouattara et son 3e mandat. Comment est-ce que vous le voyez? Parce qu'il y a ce qu'il a avancé, le cas de force majeure. Et pour beaucoup, c'est aussi, quelque part, le combat de trop. Quel est le regard que vous avez? Je vais commencer avec Boureima. Je crois que, je dois dire, à titre personnellement, c'est la plus grosse déception, ce 3e mandat de Ouattara, parce que jusque-là, on avait pensé que beaucoup de ceux qui le connaissent, effectivement, disaient que prendre Ouattara pour un démocrate, ce n'est pas le connaître. Il vient d'apporter effectivement la preuve qu'il est loin effectivement d'incarner les démocrates qu'il a voulu, dont il s'est prévalu au cours de ces, comme on appelle, au cours de ces 30 dernières années. Parce que Alassane Ouattara a cristallisé la vie politique de la Côte d'Ivoire effectivement depuis la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny. D'aucuns ont pensé effectivement à un moment donné, et c'est l'image que lui-même il a présentée, que en fait il insiste parce qu'il défendait la démocratie, il défendait les principes de l'égalité de tous les citoyens ivoiriens effectivement sur l'espace public et le droit aussi à prétendre à des postes de responsabilité, dont celui de la présidence de la République. Mais aujourd'hui, effectivement, en prétextant un cas de force majeure pour faire un 3e mandat, on n'a pas besoin de... On a beau raconter que c'est une 3e république, mais même depuis aujourd'hui, on nous apprend à la maternelle que 2 plus 3 et 2 plus 1, c'est 3. On n'a pas besoin d'aller à Laval pour connaître ça. Donc, que ce soit 2e, 3e ou 2e ou 1re république, c'est clair et net, Alassane Ouattara aligne 3 mandats. Maintenant, de toute façon, ce qui va arriver aujourd'hui va confirmer effectivement ce que beaucoup de gens disent de lui depuis très longtemps, que pour le pouvoir, Alassane Ouattara est prêt à mettre le feu, à mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et c'est ce qu'on voit déjà. Le plus dramatique, c'est que, en fait, vous l'avez dit, on est déjà dans la période préélectorale. Pour le moment, compte tenu du fait que les autres adversaires aussi pensent pouvoir aussi gagner la présidentielle, il peut y avoir de la retenue pour qu'on ne soit pas totalement dans la violence. Mais qu'adviendra-t-il effectivement si au sortir de la présidentielle, on déclare Ouattara vainqueur et que les autres voient tous leurs ambitions et leurs rêves s'émousser et se rendre compte effectivement que c'est fini. D'ailleurs, des gens qui commencent, par exemple, tout à l'heure, je lisais un post de Soro qui l'a dit ce matin que il se retire, il n'est plus candidat. De toute façon, on avait déjà rejeté sa candidature. Mais il fait la promesse que Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Comment il le fera? Certainement, lui seul sait. Et il n'est pas le seul, effectivement, à faire ce serment-là, que Ouattara peut se présenter, mais le défi serait effectivement de gagner et de gouverner la Côte d'Ivoire après la présidentielle du 31 octobre. Et c'est là tout le grand challenge aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. D'accord, Lionel Bigot, pour vous aussi, le cas de force majeure, ça ne tient pas? Non, le cas de force majeure ne tient pas. C'est d'ailleurs même la preuve d'une bassesse d'esprit et d'une impréparation. Quand on est chef d'État, on doit justement avoir des plans B, des plans C et tous les plans possibles, surtout dans la gestion du pouvoir. On doit bien sûr savoir compter sur des ténors. Et même ce cas de force majeure, c'est une insulte faite à tous les cadres en fait, de son propre parti. Parce que s'il faut dire que si c'était seulement Gon Coulibaly qui était le pilier central ou le
remplaçant légitime d'Alassane Ouattara, moi j'aurais été cadre dans ce parti, je me serais senti un peu insulté. Et donc là on arrive dans une situation chrysogène. Mais quand on regarde ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on traite le cas de la Côte d'Ivoire de façon très éloignée. Parce que c'est juste à côté de nous, c'est plus proche de nous et nous avons une histoire en commun. Le Burkina a passé presque 16 années en étant ivoirien. Il y avait la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire. En 1932, quand on dissèque le Burkina et on repartage, on donne une grande moitié à la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes aussi ivoiriens d'une manière ou d'une autre. Et de toutes les façons, les relents de cette crise-là nous guettent. Parce que quand on entend un peu ces propos ethnicistes et un peu xénophobes là qui renaissent, ça nous fait penser à la douleur de 2002. On y reviendra. Mais sur l'échiquier politique, c'est une hécatombe en fait que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Et je crois que ça n'augure pas des lendemains meilleurs et de paix pour la Côte d'Ivoire. Arriver à éliminer toute la crème de la politique ivoirienne avec des procès à n'en pas finir et des éloignements de cette sorte-là, et puis arriver par la question de cas de force majeure à se maintenir contre toute attente en tant que troisième candidat, je pense qu'il doit penser aux vies humaines qui doivent être préservées et surtout que n'importe quel autre pays du monde, nous devons accompagner et aider la Côte d'Ivoire. S'il est temps, en fait, si on pense qu'on peut éviter en fait un drame, on doit se mettre autour de la Côte d'Ivoire. D'accord. Docteur Kéry, combat de trop. Bon. C'est quand même difficile cette situation. On espérait qu'on n'en arrive pas là. Bon, c'est tout de même révélateur que pour le pouvoir d'État, effectivement, les luttes sont toujours terribles. Ce n'est pas seulement que le cas de la Côte d'Ivoire. Un peu partout dans le monde, il y a toujours beaucoup de crocs en jambes et d'imprévus au niveau des luttes pour le pouvoir d'État. Mais la particularité de cette situation, c'est qu'on essaie d'évoluer en termes d'échelle par rapport à des actes auxquels on s'y attendait le moins. Quand on prend cette situation, cela me paraît me présenter 4 dangers essentiellement. Premièrement, Alassane Ouattara, sa situation même vient du fait qu'il a été pendant longtemps exclu de la course à la présidentielle. Apparemment, il est en train de rechasser et de reprendre encore ces mêmes armes contre d'autres personnes. Alors que c'est l'exclusion qui a mis à feu et à sang ce pays-là pendant un bout de temps. Lui, il reprend ça. Deuxième danger, c'est que l'impression qu'on a, ça va créer en fait une sorte de... Ça va approfondir davantage la confiance envers les dirigeants politiques en Afrique. J'ai dit, par exemple, aujourd'hui, il dit qu'il ne sera pas candidat. Demain, bon, après, il évoque un cas de force majeure, puis il change encore de parole. Parce qu'Alassane Ouattara avait dit par le passé que, bon, en 2020, il aurait 78 ans, donc ce n'est pas la peine de l'empiler. Aujourd'hui encore, il vient et dit non, mon poulain n'est pas là, et il faut que je reprenne. Donc ça crée davantage, ça renforce davantage la crise de confiance qu'on a par rapport à la parole d'un acteur politique. Le troisième danger, c'est quoi? Ça veut dire que ça me donne l'impression que parfois les protégés ou les dauphins en politique, ce n'est pas sincère en fait. C'est comme si je te donne quelque chose, je l'aurai en fait la même chose que je guette et je comprends toujours la même chose. Et dès que tu trébuches, je m'approprie à nouveau la chose en disant bon, c'est un cas de force majeure. Donc la leçon que cela veut insidieusement dire, ça veut dire simplement, si vous êtes un protégé, bon, éloignez-vous davantage même de votre mentor, parce que si vous trébuchez, le mentor n'est pas loin. Et peut-être même, bon, on ne le souhaite pas, mais ça profite toujours au mentor si vous trébuchez. Et le quatrième danger, c'est que, bon, l'impression qu'on a, c'est que le changement en matière politique par rapport aux générations, la nouvelle et l'ancienne génération, on ne peut jamais faire confiance à l'ancienne génération en réalité. C'est le message que cette situation me renvoie et forcément, ça veut dire que d'une certaine façon, il faut que ces gens-là soient poussés vers la sortie pour qu'ils acceptent l'évidence. Sinon, on aurait pu éviter cette situation-là. Pour moi, un peu, voici comment la situation ivoirienne se présente pour moi. D'accord, on va terminer avec Nagrango. Bon, pour ma part, je pense qu'avec le recul, je finis par comprendre que avec une succession d'événements que en fait Alassane Ouattara voulait forcément rester au pouvoir. Parce que quand on comprend la révision de la Constitution, après la révision de la Constitution, on avait déjà l'acharnement sur l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, vous l'avez dit. Après, on a vu sur son entourage des prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y en a en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas très longtemps, je crois que l'Église avait demandé à Alassane Ouattara, il était même à l'Église, de libérer les prisonniers politiques. Il n'a pas donné suite jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la Cour africaine des droits de l'homme donne cette décision. La Côte d'Ivoire botte en touche. En plus de cela, Laurent Gbagbo demande un passeport diplomatique ordinaire. Il n'y trouve pas ce passeport. Donc, on a compris qu'il y a un travail qui a été fait pour embrigader tous ceux qui pouvaient être quand même candidats. Mais en plus de ça, pour le point, c'est
le fait de vouloir faire du RHDP un parti unique, ça veut dire qu'à l'époque, c'est pour avaler le PDCI, c'est pour avaler également l'UDPCI des Mabri et Toiqueuse. Et si aujourd'hui on a RHDP, parti unique, il y aura forcément un seul candidat. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la chose avait été préparée depuis longtemps pour être un candidat encore à un troisième mandat. J'ai l'impression également qu'il veut ravir aussi peut-être la vedette à Félix Houphouët-Boigny. Le nombre d'années passées au pouvoir, il veut peut-être se dire que je vais faire mieux que lui et rentrer dans l'histoire. Mais je crois qu'il a fait la mauvaise option. Et aujourd'hui, le plus important pour moi, le débat n'est plus à candidature de X ou Y. Le débat, c'est que deviendra la Côte d'Ivoire après l'élection de Ouattara. Parce qu'une chose est sûre, c'est une évidence. Si Geoffroy, vous voulez en pari, Alassane Ouattara ne va pas faire tout cela pour aller perdre les élections. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand vous le dites, c'est quoi? C'est l'option que l'on connaît. Quand on regarde le parcours qu'il a fait, je veux dire, de chercher à unifier le RHDP, emprisonnement de certains leaders politiques, acharnement sur certains, et puis également le rejet aussi de la candidature de certains jusqu'à ce jour, Alassane Ouattara ne peut pas faire ça et aller perdre les élections. C'est pas possible. La deuxième chose, ça risque, son élection également va être un danger pour toute la sous-région, l'espace CEDEAO d'ailleurs. Parce que s'il est élu après un troisième mandat, ça veut dire la question de limitation des mandats en Afrique de l'Ouest va prendre un grand coup. Et quand on connaît également les velléités de Alassane Ouattara sur le CFA, qui n'a pas fait l'unanimité avec le Nigeria ou avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ça risque encore de compromettre l'avenir de l'ECO. Et encore, la question de la démocratie, de l'alternance en Afrique de l'Ouest, ça va être encore un obstacle. Et on aura peut-être un dictateur en griffe dans l'espace CEDEAO. On reviendra sur l'onde de choc de tout ce qui est en train de se passer. Mais tout à l'heure, Bouraïma et même vous, Naglango, rapportiez, évoquiez un point qui pour moi est important, c'est la question de la Constitution. Au départ, quand le changement lui survenait, on ne sentait pas la possibilité d'un troisième mandat. On a même entendu l'un de ses proches, qui plus est conseiller juridique en son temps et même ministre de l'enseignement supérieur, Bakongo, qui faisait sa lecture et qui disait que c'était même pas possible un troisième mandat, que ce n'était même pas constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe quelquefois lorsqu'il s'agit de ce qui est un peu la Bible pour chacun? Qu'est-ce qui se passe? C'est des intellectuels qui ne sont plus, dans la façon de lire les choses qui ne sont pas sérieux, ou bien c'est le peuple qui se fait fourvoyer, parce qu'aujourd'hui, on a une lecture différente des mêmes textes. C'est possible pour Alassane, on est dans une nouvelle république. Ce n'est pas possible, parce que c'est un troisième mandat. Je vais commencer à Bouraïma qui l'avait déjà évoqué. Oui, c'est pour ça que quand Vilgo parlait tantôt des cadres du RDS, j'ai dit ils ne sont pas du tout à plaindre. Ça fait pitié aujourd'hui de voir ces cadres du RDM, mais bon, du RHDP, mais en fait c'est le RDM originel, parce que tous les autres qui sont venus enrichir le RDM dans le RHDP, ils sont partis. Quand on les voit aussi, ils font pitié. Quand un monsieur comme Bakongo dit que moi j'avais dit effectivement que Ouattara n'avait pas droit à un deuxième mandat et un troisième mandat. Et c'était mon interprétation et j'y croyais. Mais Ouattara, il est plus fort en droit que nous tous. Donc c'est une interprétation doit être la plus pertinente. Mais j'y rêve, c'est la bassesse de l'intellectuel africain. On ne peut pas raisonner comme ça sur l'espace public quand on est chef de famille déjà, quand on est leader politique. C'est quelle image il renvoie aux jeunes Ivoiriens qui l'écoutent aujourd'hui? Quelle image il envoie aux enfants qui vont regarder? Mais ça, ils s'en foutent en fait. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils ont un mentor qui est assoiffé de pouvoir, qui est prêt à tout pour conserver le pouvoir, et ils vont l'accompagner. Ils sont prêts à renoncer à tout pour accompagner l'ambition de Ouattara. Et ça, c'est dramatique. Deuxième chose par rapport justement à cette constitution. Moi, je ne suis pas juriste. Mais quand on dit troisième mandat, on ne pourra pas m'enlever de la tête que Ouattara est à un troisième mandat. Et la Constitution dit que le troisième mandat est interdit. Les juristes peuvent trouver tous les subterfuges. On peut trouver... Mais pourquoi il n'y a que chez nous en Afrique qu'on peut avoir ces genres de raisonnements où les gens révisent la Constitution pour dire qu'elle n'est pas rétroactive? Parce qu'ils savaient au moment de la révision qu'on peut invoquer le principe de la non-rétroactivité. Donc ça veut dire qu'on prépare des choses sous le couvert du droit, et même là, l'interprétation, il y a plusieurs constitutionnels aujourd'hui. Le dernier en date, c'est Waudier qui expliquait pourquoi effectivement c'est interdit. Professeur Martin Bléou, il a dit. Donc, si on passe sur le principe même de la réaction des constitutionnels, beaucoup de constitutionnels ivoiriens, Ouattara n'a pas droit effectivement à pouvoir se présenter. Maintenant,
La question de fond pour moi, c'est même pas la Constitution. La question de fond, c'est la parole donnée. C'est la question, est-ce qu'on a des hommes d'honneur sur l'échiquier politique africain? C'est là toute la question aujourd'hui. Et Ouattara nous renvoie l'image qu'on doit repenser effectivement, qu'on doit revoir nos acteurs politiques, qu'on doit faire partie de cette vieille classe politique qui infantilise nos pays, qui infantilise le continent et qui effectivement sont prêts à brûler nos pays effectivement pour rester ou conquérir le pouvoir. Mais c'est vrai que sur la parole donnée, quand on écoute la réponse d'Alassane Ouattara, c'est l'argumentaire selon lequel il a montré la bonne foi de partir et que les primaires ne lui permettaient pas, avec le calendrier qu'il y avait, de pouvoir corriger les choses. Mais c'est là, Bilgo l'a dit, c'est une injure à tous les cadres de son parti, c'est une injure au peuple ivoirien. Non, moi je dis... Il termine et vous réagissez. Il termine et vous réagissez. De toute façon, quand un homme politique dit que je n'ai pas pu régler, il y a certaines choses que je n'ai pas pu régler durant un mandat de 10 ans, c'est l'aveu même de son échec. Parce que en fait, il reste toujours le seul à pouvoir régler les problèmes que lui-même il a posés. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Oui, parce que moi je peux comprendre. Un monsieur comme Ahmed Bakayoko, il a tout le profil pour être candidat. Et c'est lui-même qui appelle le monsieur à se représenter. Vous avez cité le cas de Kakabe ici, Kakabe du PDCI. Le vieux, il est candidat. Le vieux, je veux dire Henri Konabédié. Mais il se présente malgré tout, ou bien? Et il a même tenté aussi de candidater au sein même du parti, ce qui n'a pas prospéré. Ce n'est même pas la première fois. Il y a eu déjà une élection présidentielle où il était candidat. Mais c'est pour ça que je dis c'est pour dire que Alassane n'insulte pas les autres. C'est les autres qui se font petits. Et quand on prend le RHDP aujourd'hui, moi je dis, il y a des gens encore comme Daniel Kablan-Duncan qui pouvait être forcément un bon candidat pour Alassane. Bon, Duncan aussi qui est parti. Hein, tout à fait. Qui entrevoyait même le fait depuis février. Politiquement, aujourd'hui, on pouvait trouver des arrangements avec Duncan. Maintenant, quand Brema parle des hommes politiques, la parole donnée, moi je suis étonné parce qu'on a l'impression que nous-mêmes on ne connaît pas nos hommes politiques. Il y a combien d'hommes politiques qui ont déjà respecté leur parole? On a vu des gens qui ont dit qu'une fois élu, j'ai fait un seul mandat. Ils ont changé les choses. On a vu des gens qui disent qu'on va diminuer le nombre de mandats. Ils ont changé les choses. On a vu des gens au Burkina qui ont dit que non, je ne veux plus me représenter. Ça a été changé. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, la parole de l'homme politique? Moi, je pense qu'il ne faut pas, on va se fier à la parole de l'homme politique. La candidature de Ouattara, aujourd'hui, ce n'est plus une question juridique, mais c'est une question éminemment politique. Et c'est un coup de force qui est en train de se faire. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Son élection également, ça va être un coup de force. Il n'aura pas besoin forcément des résultats des autres. Je reviens à Bilgo parce que je parlais de la question des intellectuels qui sont là pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Et quand on voit tout le processus pour ce changement de constitution, nulle part dans le débat, on sentait une possibilité de mandat et nulle part dans le débat, à part peut-être quelques personnes dans l'opposition qui ont tiré la sonnette d'alarme, mais pour eux c'était un passage tranquille. Et là, c'est le jeu d'interprétation qui permet de ramener quelqu'un dans le jeu. Oui, en fait, moi je pense que tout ce qui se passe là, ça me rend heureux, surtout le continent africain, mais surtout la partie Afrique de l'Ouest. On a quelque chose qui est en train de se faire, de se passer en ce moment, et dans quelques années, on parlera de cette période-là. Effectivement, le choc des générations. Et puis l'indignation que certains comportements suscitent, ça veut dire quand même que vous avez une classe africaine politiquement active et politiquement présente. Mais tout de même, il faut reconnaître que c'est une insulte, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord sur cette table. C'est une insulte quand même faite, non pas seulement aux gens du parti, mais également à tous ceux qui observent la politique ivoirienne, que de penser qu'il n'y a personne d'autre pour nous remplacer que celui qui est décédé. Bon, donc c'est trop bête même en formule. Et quand on le prononce et quand on le dit comme ça, c'est grave. Il n'y a que les morts qui peuvent me remplacer. Il n'y a aucun vivant capable de me remplacer, sauf celui qui était mort. C'est bizarre. Mais sur la partie de la lecture de la Constitution, tout à l'heure vous avez parlé de Bible. Même la Bible, vous le donnez à un pasteur et à un prêtre, les interprétations des textes sont différentes. Le Coran, pareil. Après, la Constitution, c'est du texte. En fonction de quand tu es au pouvoir, ou de quand tu n'es pas au pouvoir, ou quand tu lorgnes le pouvoir, sa lecture diffère. Ça veut dire tout simplement qu'on a beau avoir les textes, les meilleurs textes, les plus aboutis, avec les définitions de chaque mot, chaque virgule, chaque syllabe, on aura toujours des malhonnêtes en termes d'interprétation. Aux États-Unis, il n'y a aucune règle dans la Constitution qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est une coutume. Et il ne vient même pas à la tête d'un président américain, après son 2e mandat, de tenter un 3e. C'est une coutume. Il n'y a pas de texte en fait, c'est une coutume. Et donc ça veut dire tout simplement que c'est la qualité des hommes que nous avons
qui va faire en fait en réalité le reflet de la nation que nous voulons. Après, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire confiance à la parole de l'homme politique, mais si, ils tiennent nos vies. Si on ne peut pas faire confiance à leur parole, il faut qu'on les contraigne à respecter la parole donnée. Surtout nous qui sommes de culture africaine originelle, où la parole chez nous est tout le fondement d'un contrat de vie sociale. Nous, on ne connaissait pas le contrat papier signé. Même la Constitution n'est pas née en fait avec la colonisation ou avec l'arrivée du blanc. Chez nous, le Tinkoukouri existait. Parfois, on vous amène dans une case, vous jurez sur la terre des ancêtres le respect de nos lois et nos us et coutumes, de dire la vérité ou de faire tel acte ou tel autre acte quand c'est majeur. Donc, il ne faut pas que nous, Africains, on s'infantilise en disant que ça n'est pas adapté à nous. C'est bien adapté. Il n'y a que des imbéciles qui se jouent de nos gueules. Et à un moment donné, effectivement, il y a une partie de la population qui s'indigne. Et le seul recours possible pour des peuples parce que ceux qui grèvent dans les rues de la Côte d'Ivoire, beaucoup n'ont même pas lu la Constitution, ils s'en foutent. Ils partent du principe que c'est inadmissible, tout simplement. Ils n'ont même pas besoin d'être allés à l'école, en fait. C'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas autre choix que de se rebeller et de se révolter de la sorte. Maintenant, sur cette grosse crise ivoirienne-là, vous vous rendez compte que l'histoire est en train de se répéter. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de soigner les plaies. Et il y a eu des anomalies depuis la mort de Houphouët-Boigny qu'on traîne jusqu'ici, en fait. Et tant qu'on ne va pas résoudre ça, même après Alassane, 100 ans après, on aura toujours ces questions-là en Côte d'Ivoire. On est en train de faire du racolage, avec l'aide de la France d'ailleurs. Et toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis la mort de Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, c'est un ensemble de douleurs non guéries, de plaies ouvertes non soignées, une espèce de marinade de pourriture qu'on continue à faire abreuver les gens. Malheureusement, ça a un impact fort sur les communautés extérieures autour de la Côte d'Ivoire, notamment le Burkina. Je vais terminer avec le Dr Kéry, qui est quand même enseignant-chercheur à l'université Ouagadougou. Et puis on sait que vous êtes directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde. Je parlais tout à l'heure de ces intellectuels, de ceux qui sont du coup pour le citoyen lambda amené à l'éclairer, mais qui très souvent est toujours dans ce petit jeu-là. Et quand on regarde en Côte d'Ivoire, c'est cette même réalité sur la lecture d'une constitution qui permet un troisième mandat, un deuxième, un premier d'une autre république. Quelquefois, c'est bien la réalité de nos intellectuels. Oui, mais pourquoi vous partez seulement en Côte d'Ivoire? Vous êtes allé très très loin en fait. Même au Burkina Faso et ailleurs, effectivement, dans les pays africains, des intellectuels se prostituent, parfois pour des intérêts bassement matériels. Ouais. Et justement, souvent, d'autres personnes trouvent que l'un des malheurs de l'Afrique vient du fait que l'élite n'a pas osé s'assumer. Un exemple basique, on a connu la révolution ici. En temps, on a terrassé la tête de la révolution, mais si tous étaient vraiment des révolutionnaires, on aurait pu poursuivre la révolution. Elle a été enterrée en bonne et due forme. Bon, elle devait être rectifiée de toute façon. Elle a été enterrée en bonne et due forme. Donc, on peut se demander vraiment, est-ce que les intellectuels africains servent vraiment l'Afrique? Bon, j'ose croire qu'effectivement, certains intellectuels font honnêtement leur travail, mais quoi qu'on dise, beaucoup aussi préfèrent ces compromissions-là pour d'autres intérêts. Selon qu'on est au pouvoir ou bien selon qu'on n'est pas au pouvoir, on n'a pas le même langage. Et justement, une parole donnée, disons aujourd'hui, par un acteur politique change fondamentalement demain. Et là aussi, je ne défends pas les acteurs politiques. Mais un acteur politique qui a dit clairement, je pense que ça doit être Jacques Chirac, tant pis pour celui qui croit à la promesse d'un acteur politique. Voilà, si vous y croyez, c'est tant pis pour vous. Donc, pour revenir un peu à cette situation de la crise ivoirienne, je pense qu'elle est beaucoup plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. En toute objectivité, quand vous accédez au pouvoir d'État, il y a des intérêts locaux, des groupes d'intérêts puissants au niveau interne, et des groupes d'intérêts aussi au niveau à l'extérieur, effectivement, qui ont regard sur votre mandat. Et la situation en Côte d'Ivoire me laisse penser qu'il y a une conjonction de forces. Bien sûr, il y a des groupes d'intérêts au niveau de la Côte d'Ivoire qui veulent effectivement que Alassane Dramane Ouattara poursuive son mandat, en tout cas reste toujours à la tête de l'État. Mais il y a aussi des groupes d'intérêt à l'extérieur aussi qui trouvent leur compte dans le maintien de Alassane Dramane Ouattara. Je prendrai un cas, par exemple, l'éco, la monnaie commune qu'on veut appliquer. Et vous voyez que quand même en Afrique de l'Ouest, le pourfendeur de l'initiative de la CEDEAO, c'est bien le président Alassane Dramane Ouattara. Le défenseur. Le pourfendeur. Ah oui, le pourfendeur, puisque son initiative d'éco de l'UEMOA vise à torpiller purement et simplement le projet de monnaie communautaire de la CEDEAO. Et Alassane Dramane Ouattara, du fait du poids de l'économie ivoirienne dans l'espace de l'UEMOA, effectivement, il a un pouvoir de décision énorme. Donc il y a des groupes d'intérêt parfois qui peuvent prendre un chef d'État en otage
effectivement. Et à un certain moment, on a l'impression que le maintien, ou en tout cas la logique qui conditionne le maintien au pouvoir, échappe à toute rationalité. Parce qu'un monsieur qui dit il y a quelques années de cela que en 2020 il aura 78 ans, il ne juge pas nécessaire de pouvoir poursuivre, et subitement après il change. Évidemment, on peut parler de revirement au niveau de la parole d'un acteur politique, mais aussi peut-être qu'il y a des enjeux d'intérêt beaucoup plus profonds. Et ce que je peux dire par là, c'est qu'on est à un tournant où, disons, le monde, ça coïncide aussi à un moment où le monde est en pleine ébullition et en plein changement. Remarquez bien, la communauté internationale. Il y a une crise actuellement en Biélorussie. Rapidement, la France et bien d'autres pays européens sont montés au créneau. Si vous suivez les grands médias, effectivement, on en parle abondamment. Mais la situation en Côte d'Ivoire ne fait pas forcément la une dans ces médias-là. Pourquoi ? Pourtant, il y a déjà plus de morts en Côte d'Ivoire qu'en Biélorussie. Oui, mais bon, là-dessus, même, j'ai aussi une question. On se rappelle de Guillaume Soro qui avait dénoncé le silence assourdissant, comme il a dit, de la France pour ce qui est du troisième mandat de Alassane Ouattara. Mais est-ce que ce n'est pas de la prudence lorsqu'on sait que pour ce qui est de la crise post-électorale, ou bien pour ce qu'il y a eu comme élément, notamment qui a concouru à la fin du régime de Gbagbo, il y a eu cette France qui a été longuement citée. Il y a eu cette France qui a été qualifiée d'être partie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette prudence-là? Monsieur, cette même prudence commande effectivement qu'on s'abstienne de juger activement la situation en Biélorussie. Quand vous remarquez ce qui s'est passé, disons, au Venezuela, rapidement les Occidentaux ont soutenu les protestataires. Idem en Biélorussie. Pourquoi au nom de cette même prudence, on ne reste pas à distance pour observer l'évolution? Donc je dirais en fait, on est à un croisement où la communauté internationale risque de perdre un peu la face par rapport à cette situation-là, parce que l'évolution, on est dans une zone d'incertitude. Ce mandat d'Alassane Dramane Ouattara, il peut bien avoir préparé les choses avec des soutiens effectivement au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est des soutiens au niveau extérieur, mais il ne peut pas maîtriser tous les paramètres liés à son mandat. Je m'explique. Déjà, il y a des mouvements contestataires par rapport à cette élection-là. Et s'il est réélu, je pense que ce sera vraisemblablement le cas s'il maintient sa candidature, est-ce que les autres candidats qui auraient perdu, qui auraient été exclus, vont laisser les bras croisés? Quand est-ce que la crise va prendre fin et à quel prix? Et si cette crise venait à s'estomper, il n'est pas évident qu'elle ne reprenne pas encore parce que, disons, le verrou de la limitation semble être tombé. Donc, rien n'empêche théoriquement Alassane Dramane Ouattara de rebeloter en 2025. Donc, on est dans une zone d'incertitude. Et comme c'est une zone d'incertitude, tout peut arriver. Tout, y compris une surprise désagréable pour le président Alassane Dramane Ouattara. Moi, je vais revenir vers Bigot. Il faut toujours avoir ce regard là vers la France. Je rappelais Guillaume Soro qui disait silence assourdissant, comme si la France a toujours son mot à dire et interpeller sur les choix de nos dirigeants. Et puis tout à l'heure, il disait chef d'État otage. C'est un peu l'expression qu'il a. Mais est-ce que c'est pas aussi quelquefois des personnes qui surfent sur la vague, une vague qui leur permet de se maintenir? Oui et non, mais pour la question de la France, elle ne peut pas rester indifférente parce qu'elle est partie prise dans la crise ivoirienne. Et au moins, le droit de mea culpa ou le devoir de mea culpa, elle a à le faire en fait. Donc elle a une grosse responsabilité sur la crise ivoirienne. On sait comment ça s'est passé aujourd'hui et même c'est un revers que la France vient de se prendre avec ce non-dit du procès de Laurent Gbagbo qu'on présentait comme le diable de toute la crise ivoirienne. Et on savait tous, moi dès le départ, je savais que Gbagbo n'allait pas pouvoir être condamné. Si Gbagbo était condamné, ça allait être vraiment l'hécatombe, c'est ahurissant. Il n'y a rien qui permettait foncièrement de le condamner lui et de laisser les Guillaume Soro, les autres. C'était pas possible. C'était clair qu'il y avait une mainmise extérieure, il y avait une pression de la communauté internationale pour garder le monsieur au frais à l'étranger. Et voilà. Mais surfer sur la vague en fait du fait que il y a des intérêts, défendre et tout. Mais c'est ça le problème lorsqu'on individualise le pouvoir d'État et lorsqu'on on le nomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend la Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et même c'est une erreur que font les Occidentaux. C'est une erreur coloniale et aujourd'hui néocoloniale. Les servants locaux. Vous voyez, et c'est ça qui continue. Malheureusement, vous avez une jeunesse africaine fervente, plus de 50% de la population en moins de 20 ans, et qui en fait refuse et qui ne rentre plus dans ces cadres-là. Parce que ils ont une autre voie. La voie malienne, par exemple, la voie burkinabé en 2014. Tout le monde ne s'y attendait pas, mais voilà. Et ailleurs, un peu partout dans le monde arabe, il y a d'autres voies. On ne peut plus maîtriser les populations comme ça. Et donc, le principe de servants locaux doit prendre fin. Et malheureusement, Alassane Dramane
et bien d'autres, quelques présidents en Afrique, sont les derniers spécimens en fait de ces servants locaux-là. Quand vous prenez la génération Ambalo, Guinée-Bissau, avec cette espèce d'impertinence qu'il a, moi je l'ai suivi lors de sa tournée en France et dans ses prises de parole, c'est quelqu'un que vous voyez comme un nègre libre, voilà, qui est né après la colonisation, qui est né non esclave, et qui en réalité connaît son pays et sait ce qu'il veut. Et donc il s'exprime librement. Ce n'est pas le même type de discours feutré que vous aurez avec un Macky Sall qui a l'impression de parler comme s'il marchait sur des œufs. C'est les derniers spécimens de chefs d'État africains. Et donc la France d'ailleurs se pose la question de sa méthode. C'est pour ça qu'elle investit aujourd'hui plus de fonds et d'action sur la jeunesse africaine pour en fait se recréer un écosystème d'un pouvoir d'influence au niveau de la jeunesse, parce qu'elle vient de comprendre en fait que le principe de servants locaux unitaires ne marche plus. C'est maintenant les mouvements OSC, etc. Il faut infiltrer, pénétrer et infuser de nos pensées, de notre idéologie, de nos modes de vie pour continuer à dominer les États africains. Et donc sur ce plan-là, c'est la dernière vague. Il peut encore surfer dessus, mais elle a moins de puissance. Parce que là, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, moi je vous assure, ça ne va pas être rose. Albert, avant de revenir à Brahima, Albert, c'est vous qui évoquiez tout à l'heure la question des intérêts avec l'éco et tout. La France pourrait être capitale. On sait que le président ivoirien est d'ailleurs actuellement du côté de la France, où il est fort probable que dans la première semaine du mois de septembre, il rencontre d'ailleurs le président français. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être décisives? Ou bien le vin est tiré aujourd'hui pour ce qui est de la candidature de Alassane, c'est fini? Oui, la candidature d'Alassane, on ne peut plus revenir en arrière. Vous avez vu à quelle vitesse les choses sont allées. Il a annoncé sa candidature, l'investiture également, le dépôt de sa candidature. À quelques jours après le dépôt de sa candidature, il prend son vol pour la France avec son épouse, ce qui est un mépris vis-à-vis des Ivoiriens, parce que moi j'avais dit à l'époque que si la situation évolue, de violence évolue, parce que quelqu'un me disait une fois que vous allez voir qu'après le dépôt de la candidature de Alassane Ouattara, il va aller rendre compte en France. Et je lui ai dit c'est pas possible, parce que vu la situation, si les violences continuent, il ne peut pas laisser le pays dans un tel état et aller en France. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Malgré les violences, on parle du nombre de morts, il a pris son vol, il est parti avec son épouse. C'est comme si tout allait bien dans le pays. On parle même de vacances. Voilà, ça l'inquiète pas du tout ce qui se passe. Si vous voulez continuer, mais dans tous les cas, ma candidature est déposée, je serai élu président. Maintenant, pour ce qui concerne la France, la position de la France aujourd'hui, lui parlait tantôt des générations. Je crois que le président français Macron également est dans cette génération. Et j'ai l'impression que depuis... Mais les intérêts n'ont pas de génération. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que depuis la crise ivoirienne et le départ de Blaise Compaoré au Burkina, la diplomatie française a changé un peu vis-à-vis des pays africains. Parce que quand je regarde la situation au Mali, j'ai très peu senti la France prendre des positions dans cette crise au Mali. J'ai très peu senti la France également prendre des positions dans la situation ivoirienne jusqu'à présent. Et au Burkina également, on sait que depuis le départ de Blaise Compaoré aussi, parfois il nous revient que les autorités burkinabées arrivent à tenir tête sur certaines décisions. On n'est pas d'accord pour ça, ou soit on accepte de faire cela. Ça se passe un peu au Niger également, et même du côté du Bénin. Donc j'ai l'impression qu'il y a la manière de faire, la diplomatie est en train de changer progressivement, même si la Côte d'Ivoire aujourd'hui reste quand même l'un des bastions les plus importants, parce que la dernière visite de Macron à Abidjan, vous vous rappelez, il a fallu Alassane Ouattara pour laisser son hôte à Abidjan, prendre son vol, aller à Abuja, assister à une réunion, et revenir le soir, faire une annonce sur le perron avec Macron pour dire que le CFA c'est fini. Et encore, je crois que le 43e Bima Abidjan ont eu le titre foncé sur le Abidjan là-bas pour exister, on va dire peut-être définitivement. Donc c'est quand même l'un des bastions aujourd'hui, c'est un pays qui constitue l'un des bastions importants pour la France, peut-être après le Sénégal. Brahima, vous vouliez réagir? Oui, c'est la question des intérêts. Ce qu'il faut noter pour le cas de la Côte d'Ivoire et de Ouattara particulièrement, c'est que Kéré parlait de otages. Ouattara, il ne peut pas ne pas être otage puisque c'est la France qui l'a installé président de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui, sous le nom de l'ONU, a pilonné Gbagbo jusqu'à les sortir de son bunker pour installer Ouattara. Et il y a des indications où l'ancien président Sarkozy dit on a sorti Gbagbo et on a installé Ouattara. Donc, quand la France vous installe au pouvoir, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est pour que vous défendez les intérêts de la France. Et Ouattara, effectivement, on a comme l'impression que Ouattara constitue l'un des derniers spécimens rares de nègres africains qui frontalement et au mépris des peuples d'Afrique défend frontalement les intérêts français.
Lui, il parlait du voyage qu'il a fait sur Abuja. Mais en réalité, c'était pas forcément être fort. Est-ce qu'il n'a pas discuté avec Macron des instructions qu'il fallait prendre pour aller défendre à Abuja et est venu lui rendre compte? Quand tu vois le vieux nègre et le petit blanc, si je peux m'exprimer ainsi, et ça fait honte aussi cette situation, qu'on sorte, il discute avec ses pairs africains, si la monnaie éco, avec toutes les conditions et les principes définis ensemble, et qu'il rentre le même soir à Abidjan, sorti avec Macron pour annoncer totalement le contraire de ceux avec quoi il a discuté avec ses pairs africains, je crois qu'il faut être Ouattara aussi pour pouvoir faire ça. Il faut voir le parcours de Ouattara aussi. Il est passé dans les grandes institutions, donc il est moulé dans ce genre de format, BCAO, FMI, je ne sais pas encore d'autres trucs. C'est des gens qui sont moulés, par exemple, dans ce type de négociations ou des types de relations. Nous parlons, c'est vrai, de Alassane Ouattara. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que, pour ce qui est du RHDP, il faut reconnaître qu'il y a quand même un PDCI qui a obligé ce parti-là à une cure d'amincissement, si ce n'est d'amaigrissement, avec les nombreux départs. Est-ce que, vous disiez un coup KO, lui, il l'avait annoncé, est-ce que c'est si joué que ça lorsqu'on regarde les forces en présence aujourd'hui? On va commencer par Dr Kéré. Bon. Disons, pour être honnête, c'est pratiquement bouclé. Parce que quand même, il y a une intelligence derrière ce processus-là. Une très grande intelligence derrière ce processus. Et je suis convaincu que l'intelligence déborde du seul cadre de M. Ouattara. Lui seul ne peut pas faire tout ça. C'est tout un processus et ce serait très très peu probable qu'il ne remporte pas les élections si effectivement il maintient sa candidature. Donc dans le cas où M. Ouattara maintient sa candidature, il sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. On n'y peut rien. Le danger, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude. Parce que jusque-là, on croyait que l'époque des vieux démons en Côte d'Ivoire était révolue en fait. Parce que lui, Ouattara lui-même vient de loin parce qu'il a souffert beaucoup de ce processus d'exclusion. Et si vraiment il parvenait à transmettre le pouvoir au terme de ces 2 mandats, on pouvait croire qu'on avait exorcisé un peu ce danger-là qui constitue à exclure des personnes parce que voilà. Et s'il rempile, malheureusement, les vieux démons apparaissent en fait parce qu'il y a des candidats qui sont exclus, d'autres qui vont effectivement perdre. Les exclus ou les perdants, effectivement, peuvent tenter plusieurs choses. Bon, bien sûr, quand on a le pouvoir d'État, on a plusieurs leviers, notamment les ressources financières ou des postes qu'on pourrait prendre effectivement pour contenter certains opposants. Mais ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas forcément très bien, et dans cette zone d'incertitude, il peut y avoir des imprévus, y compris pour M. Ouattara, malgré le fait qu'il ait une intelligence qui accompagne sa dynamique. Permettez-moi d'ajouter un autre point. Pas forcément pour dédouaner notre génération, mais faisons attention aussi à la génération montante, parce que même chez nous, en Afrique, au Burkina Faso, ou même dans d'autres pays de la sous-région, il y a des jeunes qui sont en train de monter, qui sont formatés aussi dans cette dynamique de prostitution par rapport à des intérêts bassement matériels. Concrètement, la vieille génération parfois dit qu'elle veut faire la promotion de la jeunesse. On donne souvent à des jeunes certaines coquilles vides qui ne sont rien en réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la vieille génération instrumentalise d'autres jeunes pour combattre d'autres jeunes. Donc les jeunes passent le temps à se neutraliser. Pendant ce temps, les vieux se sucrent tranquillement. Troisième point, la vieille génération, effectivement, si elle vient un jour à dire que je passe la main à un jeune, soyez sûr, c'est un jeune pantin. Si vous êtes un jeune qui a une forte personnalité, on va vous mettre à l'écart, on va vous torpiller. Monsieur si vous êtes promu à un poste de responsabilité aujourd'hui, vous avez intérêt, si vous voulez y rester pendant longtemps, à être un jeune pantin. J'assume mon propos. Mais si vous êtes un jeune qui a une très forte personnalité, si vous travaillez avec quelqu'un d'une certaine carrure, vous voyez un peu qui n'est pas forcément accroché à son poste, effectivement, vous pouvez rayonner. Mais il y a des politiciens de la vieille génération, vous les faites peur quand c'est comme ça. On va torpiller d'autres jeunes. Donc, des mêmes jeunes aussi présentent certains tares de la vieille génération, malheureusement. Docteur Kéré met le doigt sur un point qui est essentiel, la question de génération. Je sais que ça a été le discours aussi de Ouattara, mais on a vu le visage de sa nouvelle génération, c'était Gon Coulibaly, et on a compris que le choix n'était pas si jeune que ça. Mais à côté, il y a une opposition aussi qui met Alassane très à l'aise. Regardez Bédié, il est même plus vieux que ces personnes-là. Et Gbagbo, c'est vrai, il n'a pas donné une opinion claire sur la question de la candidature, mais il aurait pu faire des choix et qui pourraient être plus intéressants. Aujourd'hui, quel regard on pourrait avoir sur tous ces vieux, parce qu'à l'exception de Gbagbo, vous aurez la même photographie de dernières élections.
Permettez-moi de compléter mon idée rapidement. De 2010. Je complète rapidement mon idée. Vous finissez, on va permettre aux autres de réagir. Non, soyez sûr d'une chose. Moi, j'ai la certitude maintenant que les changements en matière de génération, ça va se faire par la force, malheureusement. C'est l'enseignement que nos aînés nous donnent, en fait. Et justement, pour parler des jeunes pantins, bon, je m'excuse beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Mais M. Ouattara aurait pu proposer, par exemple, un type comme Guillaume Soro. C'est un jeune qui est turbulent peut-être à ses yeux. Il aurait pu proposer Ahmed Bagayoko, qui a aussi la carrure d'un homme d'État. Pourquoi il ne le fait pas? Mais il était connu qu'effectivement, M. Gon Coulibaly, effectivement, c'était vraiment son plus proche allié. On va permettre à chacun de réagir sur la question de génération, oui. Il a dit quelque chose qui est important, parce que sur nos scènes politiques, les jeunes qui émergent aux côtés des anciens, effectivement, c'est ce qu'on appelle, c'est les jeunes qui cherchent à être des bons petits, de vieux briscards. Quand on prend les cas ivoiriens, presque tout son entourage, Ouattara les appelait mon fils, sont mes fils. Attends, quand on est dans ce paternalisme-là politique, c'est-à-dire on infantilise tout le reste, on n'est pas de ne pas avoir de respect pour les personnes âgées. Mais quand on est sur le terrain politique, où il est question de l'État, ce n'est pas une affaire de pères et de fils. C'est une affaire de conviction et d'hommes engagés au service de la communauté. Et à ce niveau-là, les vieux ont leur place, les jeunes ont leur place. Malheureusement, on crée les conditions, ceux qui sont à la vieille classe créent les conditions pour que les autres n'y arrivent pas. C'est pourquoi d'ailleurs, effectivement, il a raison de le dire, les changements là sont de plus en plus violents parce qu'on n'arrive pas à créer les places de l'espace, ou en tout cas la possibilité de changement dans le dialogue constructif où les uns et les autres effectivement acceptent, assumer ce qu'ils font aujourd'hui, et puis accepter aussi que l'État ne s'arrête pas à eux et que tout le monde a sa place, tous ceux qui peuvent apporter aussi ont la possibilité de le faire. Il a cité Guillaume Soro. Pendant longtemps, en fait, Guillaume Soro a eu raison très tôt. Sa première ligne de démarcation avec Ouattara, c'est qu'il était convaincu que Ouattara voulait faire un troisième mandat sans qu'il blandisse même déjà comment on appelle, Gon Coulibaly. Soro avait déjà dit que tous ses problèmes avec les RHDP, c'est parce que Ouattara voulait un troisième mandat. Mais on ne l'a pas cru. Si après Ouattara sort Gon Coulibaly, Guillaume Soro avait tort. Mais maintenant qu'il est revenu, effectivement, Soro avait raison. Il avait raison. Sur la même question de génération, mais Bilgo, je le disais, dans chacun de ces partis, vous avez des personnes qui ont la carrure pour être candidat, mais quand vous prenez le cas par exemple du PDCI-RDA, on voit qu'il y a un gentleman agreement, et puis c'est quelqu'un comme Henri Konan Bédié qui est porté sur le candidat. Même Kakabe, qui a tenté, a vu la route coupée, comme on dit dans le jargon ivoirien. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi cette jeunesse qui ne s'assume pas? Non, vous savez, moi, la question de la jeunesse, je l'ai traitée dans mon livre suffisamment, et je retrouve quelques idées ici encore pour l'enrichir. Mais c'est le problème aussi de nos partis politiques paternés ou maternés. C'est-à-dire que il ne revenait même pas à Alassane Dramane Ouattara seul de choisir son poulain après la mort de Gon Coulibaly. Un parti politique est structuré. C'est dans le parti politique que les décisions se prennent. Mais si l'institution même, parti politique, n'est pas structurée et n'a pas de contre-pouvoir en interne, il y a des pays là où le chef d'État lui-même, quand il divague, son parti ne le laisse pas. Parce que c'est la responsabilité entière de tout le parti qui porte l'idéologie que l'on a menée au pouvoir. Le combat n'est pas individuel, il est collectif. Et si c'est comme ça, par exemple pour Bédié et pour Ouattara, c'est qu'il y a des failles et que ce sont des partis en fait fondés sur des individus. Il y a des partis qui meurent quand le leader l'icône est parti. Et autant on demande une régénération de la classe politique au plus haut sommet de la gouvernance et de l'État, autant dans nos partis politiques là, il y a encore en fait des dictateurs qui sont présidents depuis 20 ans ou 27 ans, 28 ans, et qui continuent aujourd'hui, même au Burkina Faso. Il y a des partis politiques, ils vont critiquer le président parce qu'il veut se représenter, mais eux, ils sont toujours présentés depuis, et malgré les échecs, on ne se pose même pas la question si ce n'est pas lui le problème dans le parti. Mais on continue à le présenter. D'accord, on va se permettre, on va se permettre ce petit voyage à Beaunois, parce que quoi qu'on dise, derrière tout ce qui se cristallise, c'est des manifestations, et Beaunois a vu donc ces manifestations-là se faire dans les rues, pas moins de 4 morts, et c'est Yamba Cabré, notre correspondant permanent du côté d'Abidjan, qui nous propose ce reportage juste après ces manifestations.
Bonoa, région du Sud Comoé. Voici ce qui reste du commissariat de police, d'une compagnie de transport, du marché et de certains établissements privés, maquis, magasins et commerces divers. Tout serait parti d'un jeu de pierre de contre-manifestants, blessant une femme qui participait à la marche contre un troisième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Il y a eu une marche des femmes. La marche a commencé du rond-point de Bonoa jusqu'à Ayaou. C'est à leur retour, arrivé juste au niveau de la mosquée, il y a eu une pierre qui est venue taper sur l'œil d'une dame. Et l'œil de la dame, elle est gâtée. Donc les jeunes se sont repliés. Et dans les 10 minutes qui suivaient, on a vu qu'il y a eu la gare Camille Transport, que les jeunes là ont mis le feu. Et ils sont allés à sa résidence même, il allait garer ses cars là-bas. Donc ils ont aussi incendié ses cars. Donc ça a monté l'intention de toute la jeunesse. Tu dois se débrouiller pour manger. Maintenant, cette femme marche. Vous partez rapide, découpez aussi à machette. Même si on dit, on vous aime beaucoup. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On est dans un pays, on se soumet. Hein? Nous sommes ensemble ici à Bonoa là. Depuis moi je suis né là. Il y a étrangers ici. Donc on est ensemble. Non, s'il y a affaire, il y a affaire là. Patientez vous-même au moins. Vous venez gâter tout. La ville là. Donc moi, j'ai pris Dieu beaucoup même. Dieu n'a qu'à nous donner la santé. On va trouver ce jour pour nourrir nos enfants. Il y a eu malheureusement des morts et des blessés graves. Les ressortissants burkinabés pris pour cible en payent un lourd tribut. Le magasin était rempli. Il y avait à peu près de 100 vélos qui étaient là. Les marchandises qui étaient ici, c'est à peu près de 10 millions. Donc c'est un autre magasin qui est là. Il y avait des moublettes là-bas. Plus de 10 moublettes qu'ils ont pris des autres pour partir, puis ils ont brûlé les autres. Effectivement, on a perdu même des dépassés actuellement. Il y avait un gros caisse qui était là. C'est mes téléphones qui étaient dedans. Ils ont ramassé tous nos téléphones pour partir. Tout ce que tu vois là, c'est des étagères. Hein. Tu vois que c'est vide. C'est les accessoires qui étaient remplis ici. Même il y avait un stock derrière là-bas, il y avait mes barrages là-bas. Ils ont tout pillé. Ils ont tout ramassé même. La vie semble avoir repris son cours normal à Bonoa, mais l'atmosphère est encore lourde et la ville placée sous haute surveillance. Un couvre-feu y est instauré. Bonoa donc, où le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est rendu, histoire de constater ce qui s'y est passé et puis tenter aussi d'apaiser les cœurs parce qu'on parlait de morts, pas moins de 4. Et ce reportage que nous proposait donc Yamba Cabré, notre correspondant permanent à Abidjan. Nous revenons sur ce plateau pour continuer de discuter sur cette situation ivoirienne. On voit déjà la question de l'impact de certains choix. On voit déjà des morts depuis l'annonce du 3e mandat. Mais il y a une grande question. On a parlé de l'opposition, on a parlé du pouvoir en place. Il y a aussi cette rue-là. Il y a cette rue-là qu'il faut souvent prendre en compte, dont la pression peut compter. Mais est-ce que dans le cas ivoirien, il ne faudrait pas craindre? Parce que pression dans la rue au Burkina, pression au Mali, ce n'est pas forcément égal à pression partout. Je commence avec Bourema. Déjà, ce qu'il faut craindre en Côte d'Ivoire, c'est l'embrasement avant même les élections. Parce que si déjà, à la veille des élections, on se retrouve à ce niveau d'affrontement dans la rue qui bouillonne déjà, il faut craindre effectivement que le jour du scrutin en lieu et place des élections, on ait des affrontements. Parce que ça peut arriver aussi que les gens refusent d'aller dans les urnes pour régler effectivement la question par la rue. Et ça va poser un autre problème. On craint peut-être une crise post-électorale, mais peut-être même que la crise préélectorale n'a pas encore connu tout en tout cas, on n'a pas encore connu le dénouement de la crise préélectorale, parce que les jours à venir nous diront effectivement si oui ou non les acteurs se sont entendus, ou en tout cas il y aura un modus vivendi pour aller aux élections, et après on avisera. Mais ce qu'il faut craindre aussi, c'est que comme on l'a déjà vu dans les reportages, c'est les conséquences effectivement dramatiques
que de telles manifestations peuvent générer, surtout pour nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Déjà, tu vas dans les manifestations des pancartes où on traite Ouattara, déjà des Burkinabés, on lui dit d'aller au Burkina. Et si ça peut rassurer les Ivoiriens, les Burkinabés ne sont pas pour un troisième mandat. D'ailleurs, la dernière personne, j'ai vu sur Facebook quelque chose d'extraordinaire où on dit que on a dit, en réponse aux manifestants ivoiriens, quelqu'un disait que la dernière fois que quelqu'un a tenté un troisième mandat, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, assumez-vous. S'ils veulent assumer, ils n'ont qu'à assumer, mais il ne faut pas qu'ils mêlent le Burkina Faso et les Burkinabés effectivement à cette situation. C'est un problème entre Ouattara et la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Les Burkinabés, normalement, et les autres communautés qui vivent en Côte d'Ivoire n'ont rien à y voir. Et il faut effectivement qu'on travaille effectivement. Et mieux, il faut aussi que la CEDEAO aussi commence à jouer, à être quand même en fait utile dans ce combat-là, en faisant en sorte effectivement que pression soit faite aux autorités ivoiriennes pour protéger les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un élément capital. Il ne faudrait pas que les non-ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire soient les souffres-douleurs des acteurs politiques quand ils s'affrontent sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il faut que ça cesse enfin. Naglongo, est-ce qu'on n'est pas aussi droit un peu comme ça dans cette dynamique-là lorsqu'on entend aussi certains hommes politiques, on se rappelle encore des propos de Henri Konan Bédié, même s'il a tenté de recadrer les choses, citant encore des nationalités, ça braque les uns et les autres. Et avec ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'il ne faut pas craindre? Oui, il y a la crainte qui est là, la menace est déjà là. Maintenant, moi je me dis le plus souvent, le danger c'est qu'on n'a même pas un leader qui mène ces manifestations. Donc ça veut dire que c'est des citoyens qui sont laissés à eux-mêmes dans les rues. Donc il n'y a pas forcément un leader en face avec qui on peut discuter ou qu'on peut mettre en garde. Et donc c'est des gens qui font des mouvements spontanés et qui détruisent un peu tout au passage. Et donc peut-être que ce qui est encore risqué avec Alassane, c'est que depuis son élection, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas digéré son origine, sa nationalité, et c'est resté un peu dans l'air jusqu'aujourd'hui. Donc quand il y a un petit problème, on rejette encore le monsieur du côté du Burkina, on dit bon c'est toi, et c'est qu'il y a un coup naturellement sur les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Maintenant l'autre chose aussi, le plus important, c'est qu'on a deux personnes qui sont très opposées. Il y a Bédié qui n'a absolument rien à voir avec peut-être la sous-région, parce que quand on voit le mandat de Henri Konan Bédié, il est quand même l'un des présidents ivoiriens qui n'a pas forcément de traces avec le Mali, le Burkina ou encore des pays voisins. C'est le monsieur qui a grandi en Côte d'Ivoire, dans le beurre, on peut le dire ainsi, qui a été élu président, qui se montre un peu nationaliste, qui veut surfer sur cette affaire-là pour dire que moi je suis propre, je suis clean, je n'ai pas de ramifications, je n'ai pas de passé avec d'autres pays. Contrairement à Babo qui avait une très bonne familiarité avec le Burkina, avec le Mali, avec d'autres pays, qui montrait un peu de panafricanisme en lui. Alassane qui a fait un passé au Burkina Faso et qui est accusé d'ailleurs à travers d'être burkinabé. Donc du coup on a les deux candidats qui sont opposés. L'autre joue sur la fibre, je ne sais pas moi, patriotique ou nationaliste, pour pouvoir avoir des électeurs, avoir la confiance d'une bonne partie des Ivoiriens. Donc ça va, les deux, sur ce point-là, on risque encore d'envenimer la situation parce que l'autre va continuer naturellement à jouer sur ce truc. C'est peut-être l'un de ses atouts et sur lesquels il compte. Et l'autre également va continuer aussi à faire souffrir peut-être les Burkinabés ou les étrangers de façon générale parce qu'il est accusé depuis longtemps de ne pas être ivoirien d'origine. Et Bigo, vous acquissiez tout à l'heure lorsque Bourema disait c'est maintenant que la CEDEAO aussi doit faire son travail. Oui. En fait, c'est même pas au-delà de la CEDEAO. Moi, je pense que sur cette question de xénophobie, il faut interroger l'histoire aussi. Et il faut faire une pédagogie sur l'histoire du peuple ivoirien. Tant qu'on ne va pas faire ça, on ne va pas s'en sortir. Vous savez, le système colonial était de trois ordres. Il y avait le système de protectorat, d'exploitation et d'assimilation. La Côte d'Ivoire faisait partie des pays du système d'assimilation, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où la France voulait recréer une petite France, comme la Martinique ou la Guadeloupe, à l'intérieur. Le Sénégal a pu surmonter la question identitaire, le retour des tirailleurs. On dit tirailleurs sénégalais, mais c'était des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, tout le monde, quoi. Mais seulement le Sénégal était le port de départ. Mais beaucoup sont restés au Sénégal. Et vous avez des non-burkinabés au Sénégal, mais qui sont sénégalais. Donc le Sénégal a pu passer ça. Le cas de la Côte d'Ivoire est un peu plus difficile à cause de cette histoire territoriale également. Moi, je vous parlais du fait que nous avons passé 16 ans entre Burkina et Côte d'Ivoire en étant la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire. On ne peut pas nier ça d'un trait. Et il disait tout à l'heure que Alassane est burkinabé, on l'accuse à tort, on ne l'accuse pas, il est ivoirien d'origine burkinabé.
faut pas faire du faux fuyant. Ils sont des millions. Oui, et ils sont des millions. Et ils sont de millions d'Ivoiriens dans ce genre de format-là. En 1932, quand on rajoute toute une partie de la côte du Burkina à la Côte d'Ivoire jusqu'aux confins de Ouagadougou, ça double automatiquement la population ivoirienne. De la basse Côte d'Ivoire à la haute Côte d'Ivoire, la population a doublé. Et quand on resépare encore les deux, en 1947, il y avait près de 2 millions de Burkinabés qui sont restés de l'autre côté de la frontière, et donc de Burkinabés ivoiriens, une fois que l'on remet les frontières en marche. Donc il faut appeler cette histoire-là et faire la pédagogie aux Ivoiriens, là. Ceux qui ne comprennent pas en réalité d'où vient le fait qu'un Ouattara, un Traoré ou un Ouedraogo peut être de droit, je dis de droit parce que là c'est le droit que l'on convoque pour supprimer certaines personnes, de droit un Ivoirien. Après le passage de la Haute-Volta au Burkina Faso, au moment des indépendances, il y a certains de nos parents, la question était posée, qui veut rester français et qui veut redevenir burkinabé. Certains de nos parents ont choisi de rester français. Et donc vous allez avoir des Ouedraogo qui sont nés au Burkina, qui n'ont jamais vu la France, mais qui sont français. Parce que tout simplement leur arrière-grand-père, au moment de l'indépendance, a décidé que lui voulait garder sa nationalité française. Tout simplement. Et donc, vous voyez, à un moment donné, il faut faire cette pédagogie-là. Mais moi, je suis surtout surpris du silence de nos autorités quand on voit ce qui se passe. Pire encore, de l'insouciance de certains ministres qui vont s'afficher en Côte d'Ivoire là-bas. C'est très dangereux, mais c'est très très grave. C'est le moment où la diplomatie... C'est pas après, il ne faut pas qu'on se réveille avec le cas de 2002. C'est au moment où on voit les prémices d'un assassinat ciblé de personnes à identité burkinabé en Côte d'Ivoire, que la diplomatie doit se mettre en place. Il faut faire un système de prévention. Commencer à dire à nos frères ressortissants burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui travaillent là-bas, qu'il faut faire attention et les recenser, les identifier. Il faut mettre une cellule de crise autour de cette affaire et que les deux États, les deux pays se parlent pour qu'on puisse éviter le drame quand le moment viendra. C'est le silence de nos autorités qui, moi, m'étonne. Quand on voit ce qui se passe, les alertes qui nous viennent de Ouaga, moi j'ai vraiment peur pour les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire si rien n'est fait. Et donc Eric, comment il faut aborder ce problème-là? Bon, vous savez, parfois dans les luttes pour le pouvoir d'État, on ne sait pas jusqu'où peut s'arrêter l'ignominie des acteurs politiques, malheureusement. Et parfois ils font feu de tout bois, quand même souvent dans d'autres pays hors du continent. Vous voyez que les migrants souvent sont des cartes électorales pendant les élections. Donc, entre nous aussi, parfois c'est l'étranger, voilà, qui devient le bouc émissaire par rapport à des conflits internes. Mais l'autre danger, c'est quoi? Moi, je vois beaucoup plus des prémices d'une crise qui pourrait être beaucoup plus profonde. Je m'explique. Pour le moment, les gens manifestent. Voilà, ils n'ont que leurs pieds pour marcher, leurs mains pour soulever des pancartes. Mais avec le fait qu'il y a des exactions contre ces personnes-là, on soupçonne des microbes, effectivement, d'attaquer ces personnes-là. Et la police laisse faire. Et si ces personnes-là tiennent à manifester, évidemment, elles vont commencer à s'y prendre autrement. Et là, on peut glisser, effectivement, vers une guerre civile, ce qu'on ne souhaite pas du tout. C'est ça le grand danger, en fait. Et là, quand c'est comme ça, ce n'est pas seulement une communauté, ce n'est pas forcément une communauté étrangère que je vois, mais je vois principalement même la Côte d'Ivoire. C'est ça le grand danger, parce que je dis c'est un sauver l'inconnu. Et c'est une situation qui laisse des ingrédients d'une crise beaucoup plus grave. Si les gens protestent et puis ils ne sont pas entendus, mais tant que la classe politique ne parviendra pas à s'accorder, soit sur la candidature de Ouattara ou bien après les élections sur le maintien de Ouattara, et le cas échéant, si Ouattara veut rempiler encore en 2025, tant qu'il n'y a pas un accord au niveau de la classe politique, ces acteurs vont alimenter toutes sortes de tensions et on peut craindre le pire. Rapidement, la question de la guerre civile, là déjà, pour l'élection de Ouattara, c'est teinté vraiment d'une opposition ethniciste. C'est déjà le cas en fait. Ouattara, pour ceux qui s'opposent là, c'est un Burkinabé, un étranger, ce sont les Djoula. Quand on dit les Djoula, les nordistes, les sudistes qui veulent vraiment reprendre leur pays en main, qui eux se considèrent ivoiriens. Donc on va forcément entrer dans une crise là où tout ce qui s'apparente à Djoula, tout ce qui a des noms à consonance Djoula, seront dépouillés de leur nationalité et froidement assassinés. En fait, on ne parle pas d'un pays qui n'a pas encore connu ça. Hein. On parle d'un pays qui a déjà vécu ça. D'accord, il y a le danger, vous dites ethniciste et tout, mais il y a aussi ce que vous rappelez tout à l'heure, quand vous entendez quelqu'un comme Guillaume Soro qui dit, qui presque prédit un dessin noir à Alassane. Qu'est-ce qu'il faut craindre lorsqu'on entend ce genre de discours? Daniel a dit quelque chose de très important. Pour le moment, les gens marchent
pacifiquement. Mais quand ils auront perdu, c'est comme je le disais d'entrée, quand ils auront perdu tout espoir, effectivement, parce que les élections sont passées, les résultats sont sortis, ce qui leur restera, c'est de jeter leur va-tout dans le combat. Et en ce moment-là, effectivement, tout peut arriver. La Côte d'Ivoire, en fait, cette situation-là, la candidature de Ouattara vient nous rappeler que la Côte d'Ivoire n'a pas soldé les 3000 morts de 2010 quand Ouattara a enjambé pour monter au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, ces 3000 âmes sont en train de hanter la scène politique ivoirienne et c'est ça et risque de ramener encore la Côte d'Ivoire vers un nouveau drame après les élections du 31 octobre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ou du moins ce qu'il faudrait pour la classe politique, c'est que aujourd'hui on puisse revoir le processus. Est-ce qu'il ne faut même pas suspendre le processus, relancer un peu le dialogue en Côte d'Ivoire et recréer les conditions pour qu'on passe. Est-ce que c'est pas tomber dans une situation aussi très spéciale où on sort de tout ce que prévoit la Constitution? Oui, mais c'est le drame des Africains. Quand ça les arrange, ils parlent de la Constitution. Mais quand ça les arrange aussi, ils violent la Constitution. Comment on peut violer la Constitution pour maintenir une candidature et ne pas pouvoir violer la Constitution pour créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire reparte sur de nouvelles bases? Le dialogue et la réconciliation, je ne vais pas être long, juste. Et en fait, tout le mandat de Alassane, il n'a pas œuvré à ça. Dès qu'il a pris le pouvoir, c'était une fracture. Quand vous voyez dans toute l'administration ivoirienne, on a voulu régler une injustice en recrutant au maximum ou en foutant des djoulas un peu partout. Et donc ça crée des crises. Le dialogue et la réconciliation. Quand vous regardez ce qui se passe au Burkina, on est dans les presque mêmes photocopies. Les mandats doivent servir, surtout les mandats qu'on hérite après une grande crise, doivent servir d'exemple, de tremplin pour une réconciliation, pour resserrer les rangs et surtout pour raffermir l'esprit d'appartenance à une même communauté. Albert, que vaudra cette réconciliation-là lorsqu'on est dans une dynamique où on a un Gbagbo Laurent qui n'est même pas électeur, on a le même sort qui est réservé à quelqu'un comme Soroki Bafori qui n'est pas électeur. Comment est-ce qu'on peut parler réconciliation dans ce contexte-là lorsqu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a travaillé à dégager un boulevard? Est-ce qu'il ne reste pas l'expression de la rue comme on est en train de voir aujourd'hui? En fait, pour moi, Alassane n'est pas dans la logique de réconciliation. C'est un monsieur qui s'est dit que quel que soit ce qui va arriver après l'élection, je suis prêt à gérer une crise, même s'il faut être au pouvoir avec des contestations tous les jours. Il a misé tout son mandat sur les infrastructures. Il s'est occupé très peu du côté du volet social. Donc, c'est pas aujourd'hui vous allez demander à Alassane Ouattara de travailler pour la réconciliation, le volet social. Il y a une question de vengeance qui est là aujourd'hui. Il ne digère pas l'échec de Gbagbo, la réussite de Gbagbo, le succès du procès Gbagbo devant la CPI. Pour lui, c'est quand même un échec, oui, qui ne digère pas du tout. On va te payer la monnaie d'une autre manière. Guillaume Soro également, pour lui, c'est quand même un défi que Guillaume Soro l'a lancé, il l'a offensé. Je vais rester au pouvoir. Si Alassane Ouattara est élu aujourd'hui, il faut dire que peut-être Guillaume Soro va encore rester longtemps à l'extérieur. Peut-être que Gbagbo va voir la Côte d'Ivoire, mais même s'il arrive en Côte d'Ivoire, il sera sur haute surveillance. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pour la guerre ethniciste, ça, c'est à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des artistes qui vous disent que quand tu prends l'administration, ce n'est que des gens du Nord. Et c'est qu'il y a un élément très fondamental qu'on oublie dans l'analyse. Quand vous avez un pays où vous avez des prisonniers politiques, actuellement, la presse, ça va encore. Mais vous avez également des artistes qui se lancent dans le combat contre vous. C'est pas très intéressant. Quand vous avez l'Église encore qui n'est pas trop favorable à vous, ça, c'est encore un autre élément qu'il faut prendre en compte dans le truc, dans l'analyse politique. Mais aussi, il y a le vide aujourd'hui qui s'est créé. Daniel Kablan-Denka a démissionné. Il n'a pas encore eu de remplaçant. Est-ce que c'est parce que Alassane a du mal à trouver quelqu'un qui a son profil? Parce que depuis février 2019 ou c'est 20, on nous dit qu'il a déposé sa démission. Le préfet d'Abidjan a démissionné il y a 3 ou 4 jours de cela. Ça veut dire qu'il y a un poste également qui est vacant, qui est très important, qui avait la sympathie des Abidjanais, pour ne même pas dire plus loin même, parce qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était l'homme qui était le bon administrateur, qui était très proche des gens également. Donc tout ça dans cette situation confuse-là, ça montre que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le chaos. Mais maintenant, Alassane, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est le pouvoir, être élu. Le reste, peu importe. Même si on va compter les morts, on les compte et on saura. C'est naturel. Lui, il a dit au départ que c'est quelqu'un qui est prêt à enflammer pour pouvoir gagner le pouvoir et puis gérer.
C'est clair. On a parlé donc du cas Gbagbo, mais il y a aussi parce que quand on va à des élections, il y a des éléments qui sont assez importants. CEI, par exemple, avec la décision, vous le rappeliez, de la Cour africaine des droits de l'homme, on ne sait pas si Alassane en tient compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut sauver la situation? On va se permettre ce dernier. Mais c'est le Conseil constitutionnel, ou du moins la Cour constitutionnelle également. C'est qu'il y a son mot aussi à dire. On va se permettre ce dernier tour de table là sur qu'est-ce qui peut aujourd'hui sauver la situation. Lorsqu'on sait que les candidatures, c'est vrai que ça s'arrête le 31, et puis c'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot pour la validation des candidats. Oui. Qu'est-ce qui peut sauver aujourd'hui la situation? C'est le dernier tour de table. On attend les grands juges. Parce que la situation qui est intervenue en Côte d'Ivoire en 2010 est partie également d'une des choses, d'une mauvaise interprétation ou de trucs du Conseil constitutionnel qui a validé. Au Mali, tout récemment également, la CEDEAO vous dit dans son rapport que c'est la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on attend encore de voir ce que va devenir. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a un mauvais passé avec les présidents du Conseil constitutionnel. Il y a Tia Koné, il y a Paul André également. Maintenant, cette fois-ci, on va voir. Est-ce que ceux qui sont là pourront, surmonter les émotions, les trucs pour nous dire ce qu'il faut à la matière? Est-ce qu'ils vont valider la candidature d'Alassane Ouattara ou ils vont récaler ça? Et on attend aussi de voir que des gens en Côte d'Ivoire comme Mamadou Koulibaly, qui sont quand même des leaders qui se font respecter ou qui prennent des positions régulièrement, jusque-là, c'est des gars qui sont encore restés mieux. Pour ma part, ils ne se sont pas suffisamment exprimés. Alors ont-ils aussi la voix qui porte? Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, non, mais juridiquement, c'est des gars qui ont des compétences. Un ancien président de l'Assemblée nationale, un PR, un économiste. J'ai dit dernier tour d'état. Voilà. Donc, je pense que c'est des gens qui doivent se prononcer et prendre des décisions, des mesures dans ces pareilles circonstances-là. Je crois qu'il y a une chance très mince qui reste à la Côte d'Ivoire. C'est le Conseil constitutionnel et c'est la Commission électorale nationale indépendante. Non, la Commission électorale indépendante, il n'y a pas nationale, c'est CEI. CEI, oui. Voilà. Donc, mais parce que le Conseil constitutionnel, effectivement, devrait, c'est à lui que reviendra en dernier ressort de déclarer si oui ou non la candidature de Ouattara est conforme à la Constitution du Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il ne faut pas trop rêver, mais on peut espérer que dans leur retranchement le plus profond, ces grands juges-là pourront effectivement tirer les leçons de ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel ivoirien depuis des années, qui est à la base de beaucoup de crises, sinon même des grandes crises que la Côte d'Ivoire a connues, pour éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise. C'est vrai que même une invalidation de la candidature de Ouattara peut provoquer une crise aussi, parce que ces partisans peuvent effectivement faire le chemin inverse en créant les chaos qu'on voit aujourd'hui, en créant le même chaos qu'on voit aujourd'hui. Mais cela reviendrait effectivement à ce que on sauve au moins les meubles en disant, en renvoyant à Ouattara effectivement, que la Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est aussi des institutions, c'est aussi le peuple ivoirien. Mais moi, je dirais pas comme les autres aussi que si Ouattara est candidat, le vin est d'office tiré et qu'il faut, c'est déjà gagné d'office. Moi, je pense que on peut faire confiance au peuple ivoirien et que le peuple ivoirien, effectivement, peut nous réserver des surprises au détour de cette élection. Parce que si on essaie de... Tel que c'est configuré, il sera très difficile, effectivement, pour Ouattara de gagner par les urnes dans une élection honnête. Donc, il compte sur cette CI qu'on a demandé de remanier et qui refuse de le faire pour pouvoir gagner les élections. Ce qui veut dire, effectivement, que ce ne seraient pas des élections propres. Mais on peut compter sur le peuple ivoirien que si, effectivement, la victoire est ailleurs, il fasse respecter son choix au lendemain du 31 octobre. Si les Ivoiriens veulent aller aux élections dans ces conditions. C'est ça, Ibrahim Koulibaly, même de la CEI, qui disait que c'est le Conseil constitutionnel qui décide de l'éligibilité des candidats. On vient avec Bilgo. Comment est-ce qu'on peut encore rattraper les choses? Non, moi je pense que c'est rattrapable d'ailleurs. Non, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas rattrapable. On est trop proche des élections pour imaginer une baisse de tension d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est comment limiter les dégâts. Et là, j'écoutais Bourema tout à l'heure et ça m'a fait penser à la faiblesse aussi de nos institutions. Vous voyez le cas du Mali, par exemple, la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, c'est un exemple pour les autres cours constitutionnelles pour dire que le chef ne sera pas le seul à boire le calice jusqu'à la ligne. Voilà, donc ils vont aussi en pâtir. Et il faut que chaque institution jouisse du pouvoir qu'il a, en toute honnêteté, pour faire un équilibre du pouvoir principal qui est chapeauté sur un seul homme. Si la Cour constitutionnelle ivoirienne joue vraiment sa partition, si la CEI joue également sa partition, et si les Ivoiriens avaient confiance en ces institutions-là réellement, je vous assure qu'il n'y aurait pas de marche.
Parfois, en fait, les gens marchent parce qu'ils ont exploité, ils ont exploré toutes les pistes et il n'y a plus rien à faire. Les Maliens sont sortis dans la rue parce qu'ils n'avaient même plus confiance aux institutions. Alors que les institutions auraient pu sauver la face et dire le droit, rien que le droit, tout comme dire la vérité, rien que la vérité, en temps de crise. C'est ce que nos institutions doivent comprendre. En dehors du chef d'État qui est élu, eux sont là pour faire contrepoids et donner raison à l'ensemble de la masse s'il le faut. Et ici, dans ce cas de la Côte d'Ivoire, moi, ça va beaucoup m'étonner que la Cour constitutionnelle aille dans un autre sens que dans le sens Ouattara, ou que la CEI fasse autre chose que ce que Ouattara voudrait qu'elle fasse. Malheureusement, moi, je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est trop tard pour battre en touche dans le cas ivoirien. On termine avec Dr Kéré. Vous êtes optimiste ou pour vous c'est terminé? Bon, je suis un peu mi-optimiste, mi-pessimiste. Très franchement, je ne crois pas, sauf vraiment un miracle, que la Cour constitutionnelle invalide la candidature de Ouattara. Généralement, quand c'est comme ça, s'il y a un grand juge qui voit déjà le danger venir et il n'est pas d'accord, il démissionne. C'est un constat en fait. En Afrique, si les juges constitutionnels sentent déjà le danger venir, ils prennent la clé des champs, quoi. Parfois, ils quittent le pays pour être plus sûr de ne pas subir une répression. Maintenant, la seule issue qui me semble favorable, louable, serait qu'Alassane Ouattara, par miracle, lui-même décide de désister. Bien sûr, il faut un miracle. Parce que s'il désiste, effectivement, on a l'impression que les vieux démons qui commencent à s'élever vont encore s'évanouir. Voilà, parce que dans ce climat où il y a beaucoup d'acteurs majeurs qui ne sont pas dans la danse, et dans ce climat où il y a beaucoup de suspicions par rapport à un certain nombre d'appréhensions, la seule situation qui pourrait faire apaiser le climat, c'est si par miracle Alassane Ouattara refuse de se présenter à la présidentielle. Bien sûr, il a déposé sa candidature, mais il peut se rétracter à tout moment. C'est ce que je vois comme meilleure perspective. Même là, je dirais que ce serait un miracle. Sinon, je parie que on est dans une crise et même ceux qui ont préparé, balisé le terrain, une certaine intelligence, n'ont pas forcément les ramifications de ce que cela pourrait avoir comme surprise. Merci bien, Dr Kéré, d'avoir été des nôtres pour cet échange lors de cette émission spéciale. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Ouagadougou et directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, CEDA. Merci. Merci aussi à Bourema qui a été des nôtres, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Merci à Lionel Bilgo, directeur Afrique de Téménis Média. Et merci aussi à Alben Agréango, directeur de publication de Libre Info. C'est terminé pour cette édition spéciale voulue pour discuter de la situation en Côte d'Ivoire et nous serons sur cette dernière note, espérer que les choses se passent pour le mieux et que ce virage soit négocié de la meilleure des façons pour le bien de cette Côte d'Ivoire, pour le bien de cette sous-région et c'est ainsi qu'on termine cette émission. Merci de l'avoir suivi.